Avant de conclure ce podcast, je voulais dire deux mots de Milwaukee, des Bucks, puisque, à mon sens, alors c'était pas la troisième équipe dans ce trade, puisque la troisième équipe, ça a été des facilitateurs, Détroit Utah, mais c'est vrai qu'à mon sens, comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, je pense que les Bucks étaient un peu liés à ça, liés au dossier Jimmy Butler. Donc, vu qu'on est sur le podcast fin de feuilleton de Butler et de trade de Butler, pour vous expliquer pourquoi est-ce que je pense ceci, et pourquoi beaucoup de monde pense ceci, en vérité, on a eu un trade côté Milwaukee. On a eu un trade, c'est celui de Chris Middleton, qui était là depuis plus de 10 ans. Il est arrivé en tant que d'ailleurs, quelqu'un dont on se fichait un peu, en tant que pièce ajoutée du fameux transfert entre Brandon Knight et Brandon Jennings. Et à l'époque, les Bucks avaient dit, tiens, mettez Middleton là, dans le package, le petit rookie, il a l'air pas mal. Et donc, ça a été cool. Mais donc, Middleton a été échangé contre Kyle Kuzma. Bon, quels sont les intérêts à ce trade? Pour moi, ils sont 100% financiers. Voilà, je peux le dire très clairement. On a déjà un peu parlé sur Twitter ou sur la quotidienne, un peu en mode radio libre. Mais pour expliquer un peu la démarche plus calmement, de manière plus posée et plus précisément aussi, on avait un Middleton qui était payé plus de 30 millions l'année et surtout on avait des Bucks qui étaient dans ce qu'on appelle le second apron. C'est-à-dire que le budget salarial était vraiment explosé. Ils avaient dépassé la première et même la deuxième limite par rapport au salary cap. La limite que s'était fixée, sont fixées un peu tout le monde. Donc, second apron, il y avait pas mal de restrictions. Au niveau des buyouts, au niveau... déjà, tu payes aussi beaucoup de taxes. Hein. Si tu es largement au-dessus de la taxe, il y a beaucoup d'argent à payer. Mais surtout, tu avais aussi une grosse restriction de construction d'équipe qui était second apron, tu ne peux pas mettre plusieurs joueurs ensemble dans un trade. Voilà, ça, on a déjà un peu parlé sur le Basket Lab. Mais il y a cette contrainte qui est peut-être la plus punitive et qui est là exprès pour empêcher que des équipes aillent trop loin au-dessus de la limite, justement. Et donc, c'est vrai que les Bucks, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? On l'a dit de suite. Kyle Kuzma est autour des 20 millions, un peu plus, je crois, même 20, 21, 22, je crois. Et Middleton était à 30. Donc, en l'occurrence, ce trade a servi à descendre au niveau du salary cap. Voilà, très simplement. Et en fait, les Bucks ont pu passer en dessous du second apron. Donc, avec ce trade, les Bucks ont pu s'octroyer de nouveau le droit de ce qu'on appelle faire des packages de joueurs, de pouvoir additionner plusieurs contrats dans un même trade. Parce que avant ça, c'était interdit. Ou alors, il fallait vraiment tout faire péter. Tu as le droit de faire un package, mais que si, ce faisant, tu dégraisses tellement que tu repasses sous le second apron, ce faisant. Voilà. Donc ça, c'est... en gros, il fallait laisser partir potentiellement avec un échange en triangle avec les Bucks, avec les Suns et avec Miami. Il fallait laisser partir Middleton, Brook Lopez, Pat Connaughton, qui est à 9 millions, Bobby Portis, qui était à 12 millions, pourquoi pas Marjon Beauchamp. Voilà, il fallait vraiment que, en faisant un package, tu descendes de 20 millions par rapport à là où tu étais de base. Donc, c'était très, très embêtant. Donc là, le move qui est tombé mercredi, c'était « Ah bah tiens, les Bucks repassent sous le second apron. Les Bucks, est-ce que, par hasard, les Bucks ne seraient pas en train de se positionner sur le dossier Jimmy Butler ?» Parce qu'en effet, une fois que le move pour Kuzma a été fait, ils étaient en position de faire Butler. Sauf que, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Techniquement, c'était possible d'additionner Bobby Portis, Pat Connaughton, Brook Lopez, mais ça ne s'est pas fait puisque ce sont les Warriors qui ont dégainé les premiers. Est-ce que le package directement aurait intéressé Miami? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'il aurait peut-être fallu une troisième équipe, en l'occurrence, dans la transaction. Je sais que nous, dans la quotidienne de mercredi soir, je crois, on avait imaginé un truc du genre, notamment un Brook Lopez qui part aux Pelicans pour jouer à côté de Zion. Et puis, on a les Pelicans qui envoient Brandon Ingram à Miami. Voilà, un trade en triangle comme ça, et Miami qui envoie Butler aux Bucks. À mon avis, il y avait un truc comme ça qui était sur la table. À mon avis, il y avait une structure de trade qui était de cet ordre-là, qui était proposée soit avec les Pelicans, soit avec une autre équipe, encore une troisième équipe, soit même juste une équipe un peu, directement, Milwaukee et Miami. Je pense que c'était un peu sur la table, pour le coup. Juste pour dire aussi, Brook Lopez, il est en fin de contrat. Donc, en effet, tu aurais sacrifié ta défense, parce qu'on sait qu'une défense avec Brook Lopez en pivot et Giannis à côté, c'est pas pareil, c'est beaucoup mieux qu'une défense où seulement Giannis est en pivot entre guillemets. On sait que voilà, une défense autour de Giannis, c'est plutôt au niveau de la moyenne NBA, plutôt que quand tu as les deux ensemble, où on est tout en haut de la NBA. Donc ça aurait été un énorme sacrifice défensif, on est d'accord, mais ça aurait été pour récupérer une superstar Butler. Et en plus, Brook Lopez, il commence à se faire vieux. Il est vieux et il est en fin de contrat. Donc, soit tu le laisses partir tout seul à la free agency contre rien, Brook Lopez, littéralement dans 6 mois, soit tu pouvais aussi te dire, utilisons aussi le contrat tant qu'il est encore sous contrat chez nous.
Voilà, ça pouvait un peu s'argumenter. Moi, je pense en tout cas que c'était le move. Je pense que c'était le move. Je le pense aussi parce que on a vu Giannis on a entendu la news comme quoi Giannis avait mis non pas un veto, mais avait dit OK pour ce trade de Middleton. Et moi, je pense que Giannis, il aimait quand même beaucoup Middleton, avec ça un côté de voilà, il a quasiment toujours joué avec lui, hein, sauf sa première année NBA. Mais moi, je me dis que si Giannis a approuvé un peu ce deal, c'est qu'on lui a vendu pas seulement ce deal-là. On lui a vendu, bon bah tu vas voir, c'est le premier domino pour que ensuite on fasse venir quelqu'un, et notamment pourquoi pas Butler. Moi, je pense que c'était un peu ça. En plus, on a vu aussi un tweet qui a été supprimé où il avait un tweet avec un point rond blanc et un point rond rouge. Il y en a qui se sont dit ah tiens, c'est par rapport à Miami. Bon, c'est peut-être apparemment par rapport à une équipe européenne, je sais plus laquelle, Panathinaikos ou je sais pas quoi. Donc j'en sais rien, ça on n'en sait rien, mais moi je pense que si Giannis a dit oui, c'est que on lui a vendu qu'il y aurait un move après ça, parce que sinon sportivement, on va y venir, mais moi je préfère encore Middleton. Et puis je pense que aussi en termes non pas émotionnels, mais voilà en termes d'humain et tout, je pense qu'il n'aurait pas forcément approuvé ce trade-là. Peut-être que je me trompe. Mais voilà, je pense que c'était l'idée. Et je pense que c'était l'idée. Et je pense que sur la table, il y avait 2 offres pour Butler. Je pense que les Bucks avaient une offre. Et je pense que les Warriors avaient une offre. Je pense que Butler, son agent, enfin Miami et son agent, il y avait ces offres sur la table. Que au bout d'un moment, on a compris que, enfin au buzzer, hein, le dernier jour ou avant-dernier jour, on a compris que bon, bah, le dossier avec les Suns, c'est compliqué. Donc là, son agent, il est venu voir Butler. Il a dit bon, Jimmy, Phoenix, c'est mort. Voilà, Bradley Beal, il veut pas bouger, donc il n'y a pas d'autre solution. Phoenix veut pas échanger Durant pour t'avoir toi. Et puis de toute façon, si on échange Durant, toi, t'as aucun intérêt à y aller à Phoenix. Donc, grosso modo, il y a ces 2 offres, laquelle tu veux. Avec qui tu vas vouloir prolonger. Moi, j'en sais rien. Il y a pas de, j'ai aucune certitude. J'imagine un peu le truc comme ça. Et donc là, Butler aurait peut-être dit oui plutôt pour les Warriors. Et ce qui va un peu dans mon sens, c'est qu'en effet, 2 minutes après l'annonce du trade, il y a eu l'annonce de la prolongation de contrat. Donc, à mon sens, il y a eu d'abord l'offre sur la table, et ensuite discussion en off avec l'agent et les équipes. Et donc, Butler qui part aux Warriors, ce qui fait que les Bucks, c'est mort, quoi. Les Bucks, ils se retrouvent un peu à la rue. Soit ils ont fait un premier move et ils n'ont pas pu faire le deuxième, soit c'était juste un premier move. Moi, je l'aime pas ce move. Hein. Moi, je l'aime pas du tout ce move. De ramener Kyle Kuzma à Milwaukee. Et ce que j'aime pas, c'est que le joueur est très très bon, à part 2-3 trucs que sont le scoring on-ball. Le scoring avec la balle, il est pas bon dessus, il est inefficace, il a toujours été largement inefficace. À part aussi donc le scoring off-ball, où en fait il a pas trop d'intérêt quand il n'a pas la balle. Hein. C'est pas un mec qui va avoir beaucoup de cuts, c'est pas un mec qui va avoir une grande utilité sur des pick and roll posés en tant que poseur d'écran, c'est pas un mec qui, voilà, tout ce qui est le scoring off-ball est pas bon. D'ailleurs, dans ce scoring off-ball, c'est pas du tout un bon shooter à 3 points. Il est à 33% en carrière avec parfois des gros volumes, mais c'est pas un bon shooter off-ball du tout. Donc, autant dire que pour créer un spacing, c'est pas top. Le passing, il n'y a aucune plus-value sur le passing, pour le coup. Et de l'autre côté, la défense, soyons gentils, on va dire irrégulier. Soyons pas gentils, cette fois, disons, assez nul. Ça peut être correct on-ball parfois, et encore, bon, ça fait longtemps que ça ne l'a pas été. Et surtout, c'est pas très bon, même pas du tout, en défense off-ball. Or, le défaut des Bucks, c'est d'avoir une défense off-ball très déficitaire. Donc, c'est un des problèmes principaux et majeurs pour moi des Bucks. C'est ce côté activité collective, défensive, off-ball des Bucks. Donc, bref, vous avez compris l'ironie. Moi, j'adore Kuzma, à part qu'il est bon nulle part, quoi. Donc ouais, non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce move. Et là où je peux l'aimer et je peux l'admettre, c'est si c'était un move financier. Si c'est un move pour débloquer quelque chose qui va venir ensuite, là, d'accord. Là, le problème, c'est que soit c'était pas ça, c'était que sportif, soit c'était vraiment pour ça, mais on n'est pas arrivé à le faire. Mais quel que soit le scénario, dans tous les cas, tu te retrouves aujourd'hui avec Kyle Kuzma dans ton effectif. Kuzma qui est pas bon avec la balle, qui est pas bon sans la balle, qui est pas bon en défense, qui est pas bon au passing, ça fait beaucoup, et un mec qui va être payé 20 millions, et surtout qui est encore payé pour 2 ans et demi. Il est encore sous contrat pour 26 et 27. Donc, réfléchissons. Personne ne voulait de Kyle Kuzma sur le marché. Personne n'est allé le chercher. Personne n'a mis une belle offre. Les seuls qui ont fait une offre et qui ont réussi à l'avoir, c'était les Bucks pour un contrat finissant de Middleton qui est tout cassé. Voilà. Autant vous dire que la cote de Kuzma, elle est au plus basse. Autant vous dire que c'est aussi ce qui me fait penser que c'était pas un move sportif. C'était pas pour du sportif. C'était pas pour un swap sportif. Je pense vraiment que c'était pour faire autre chose après. Je pense que c'était pour sortir du second apron et faire un truc après.
Parenthèse aussi, c'était peut-être juste pour économiser des dollars, hein. Peut-être. Hein, peut-être que juste le proprio des Bucks, il s'est dit non, mais lui il a 20 millions, l'autre il a 30 millions, on est déjà très haut dans la taxe, Middleton il est nul, allez, on change, on prend un mec à 20 millions plutôt qu'à 30, et comme ça, moi j'économise des vrais dollars, hein, pas des dollars sportifs de salary cap, mais les vrais dollars de taxes que tu es obligé de payer à la fin de l'année. C'était peut-être aussi que un move financier, mais pas financier construction d'équipe, financier portefeuille de propriétaire. C'est possible aussi, mais dans tous les cas, c'est dommage, quoi. Parce que actuellement, il va pas t'aider, Kuzma, même loin de là. Enfin, en tout cas, je pense pas, à moins qu'il y ait une métamorphose et transformation, mais je veux dire, bon, ok, il a fait partie de la rotation des Lakers champions, mais déjà, il était payé très peu cher à l'époque, c'était un contrat rookie, donc la rentabilité qualité-prix, elle était tout autre. Il avait un profil de tir un peu plus sobre, en effet, mais même là, on avait quelqu'un qui était pas efficace, il était au niveau d'efficacité moyen de NBA, un peu en dessous. Et donc, ouais, je commence à me dire, finalement, il va pas t'aider maintenant. Et qu'est-ce que tu feras de Kyle Kuzma si ça ne marche pas? Est-ce que tu peux refourguer Kuzma à quelqu'un? Je pense que non. Hein. Je pense que non. Là, on a bien vu d'ailleurs, la seule équipe qui a réussi à obtenir, en tout cas la meilleure offre qu'il y avait, c'était un Middleton tout cassé et en fin de contrat. Autant vous dire, voilà quelle est la valeur de Kuzma sur le marché. Donc, c'est là-dessus où pour moi c'est un mauvais move, parce que si ça avait été un premier pour faire autre chose, ok, ça n'a pas été fait. Échec. Et le truc, c'est que maintenant, tu l'as sous contrat pour 3 ans. Enfin, 2 ans et demi. Donc ça commence un peu à faire flipper. Hein. Et c'est pas pour dire, hein, mais imaginons un peu scénario catastrophe. Regardons de manière très pragmatique les Bucks. Giannis, ok. Lillard, 34 ans, payé 50 millions l'année. Bon, ça me dérange pas. Lillard fait secrètement une très très bonne saison. Il a un peu de retour à ses standards de tout ce qui est efficacité, le passing s'est développé. Franchement, Lillard, moi, encore l'NBA, mais dans les faits, on est quand même sur quelqu'un qui a 34-35 ans, qui est payé très cher, et a priori, soit tu l'échanges maintenant, l'été prochain, soit tu vas jouer la fin du contrat et la valeur va s'évaporer. Voilà, tu peux pas l'échanger dans 3 ans et dire on va récupérer des pics. Je pense pas. Je pense que là, si tu le gardes, le mec va vieillir, il va vieillir avec toi, on est d'accord. Mais voilà, c'est de la valeur qui va s'évaporer petit à petit. Donc bref, Lillard, ok. Giannis, ok. Du reste, on a Brook Lopez qui est free agent cet été. Bon, il peut partir, hein, il peut totalement partir. On a aussi Bobby Portis qui a 12 millions, mais c'est pas top, hein, Bobby Portis. On n'a pas de Connaughton, qui a encore 2 ans de contrat, à 9 millions. Voilà. On a aussi une équipe qui... donc je veux dire, potentiellement, l'effectif l'été prochain, c'est Giannis, c'est Lillard, Kuzma, Portis, Connaughton, André Jackson qui est un jeune, ok, sympa, et une situation aussi où les Bucks, non, ont des pics 2026 et 27, mais en fait, il y a des swaps, c'est-à-dire qu'ils ont un pic, hein, mais le pic partira chez les Pelicans. Les Pelicans ont le droit de swapper, d'échanger. Donc voilà, ces 2 pics qui peuvent même pas échanger. En plus, évidemment, ils ont aussi 28, mais 28 avec un swap du côté des Blazers. Ils n'ont pas le 29, puisque 29 a dû partir dans le trade de Lillard. Ils ont 2030, ok, mais ils peuvent pas non plus échanger parce que la Stepien Rule, tu peux pas échanger 2 années consécutives, blablabla, donc voilà. Et ils ont 2031. Je pense que 2031, ils peuvent l'échanger et ils auront peut-être 2032. Mais autant dire que Giannis, 30 ans, bientôt 31, je crois, l'été prochain ou la saison prochaine, tu auras peut-être une équipe qui ressemble à ça, quoi. C'est-à-dire quasiment aucun asset en termes de jeunes, à part Jackson. Mais si tu l'échanges, t'as plus rien, quoi. Donc tu as envie de le garder, tu peux pas te permettre de l'échanger pour autre chose. Et surtout, sur un salary cap comme ça, hein, t'as besoin de le garder parce qu'il est payé pas cher. Tu peux pas te permettre de l'échanger pour aller chercher un autre mec ou non. Tu as besoin d'un mec qui joue en étant payé peu cher. Donc, une franchise de Milwaukee qui pourrait perdre Brook Lopez, free agent, qui aura Kuzma, aura Pat Connaughton, aura Bobby Portis. C'est pas pour dire, mais je pense que le trade de Giannis arrive. Voilà, assez clairement. Et encore une fois, hein, je me répète un peu, mais si ce move de Kuzma avait pu libérer d'autres choses pour un dernier all-in, ça aurait été cool. Là, ça n'a pas été le cas et je me demande à quel point est-ce que tu t'es pas un peu condamné. Parce que maintenant, la flexibilité, waouh. Comment tu fais pour t'améliorer? Comment tu fais pour vendre à Giannis? Non, mais attends, demande pas de trade, reste avec nous, tu vas voir. On va bouger des gens, on va faire des trucs, on va ramener des bons joueurs. D'accord, mais comment? Vu que tu peux déjà pas échanger trop de pics du premier tour ou du deuxième, vu que voilà, c'est des swaps. Donc si c'est un swap, c'est que tu as déjà échangé l'année d'avant ou l'année d'après. Hein. Et puis donc tu peux pas t'en séparer.
Comment tu fais pour transformer Bobby Portis, Pat Connaughton et Kuzma en des joueurs positifs dans un échange? Je vois pas qui va accepter de prendre ces mecs pas très bons et te donner des mecs meilleurs. Qui va accepter ça? Ben personne. Et voilà, Lillard est très bon, mais Lillard 35 ans, 35 bientôt. Kuzma, Portis, Connaughton, bon voilà, Brook Lopez peut partir, pas de pic. C'est pas pour dire, hein, mais je pense que dès cet été, on peut avoir une situation qui pète un peu. Et en plus, on le connaît, hein, le Giannis, ça fait longtemps qu'on le côtoie, on voit ses situations un peu bizarres, on voit ses prises de position très bizarres. Enfin, bizarres. Vous avez compris, vous voyez peut-être ce dont je veux parler. Là encore, on a une sortie en mode non, mais c'est bien qu'on ait des Européens dans les grands marchés. Hein. Moi, je veux Jokic à New York, hein, je veux Doncic aux Lakers, et je veux. Il n'a pas osé dire son nom, hein, il a dit. Enfin, toutes les stars européennes, quoi, dans des gros marchés. Bon, on a compris, hein. Et je pense qu'on a affaire à une fin de cycle, en fait. Une fin de cycle assez logique où, pendant X années, tu as dépensé, tu as signé, tu as pris des mecs vieux, mais parce que c'était des mecs qui étaient bons. Mais voilà, ils sont vieux, ils ont vieilli. Donc la valeur, elle est plus là, quoi. Brook Lopez, c'est fini. Enfin, c'est fini. Tu peux pas échanger Brook Lopez en mode ouais, on va se refaire la cerise, quoi. Non. Lillard aussi. Maintenant, il est vieux et tu as fait un all-in qui aurait pu être gagnant, qui peut encore l'être. Hein. Mais voilà, le groupe est vieux, t'as plus de pic. Grosso modo, c'est une fin de cycle, tout ce qu'il y a de plus normal et de plus logique, en fait. T'arrives en fin de cycle, t'as dépensé des assets, t'as dépensé des joueurs, des jeunes, t'as pris des mecs compétents mais plus vieux, et voilà, et maintenant c'est la fin, quoi. C'est la fin, et donc, si tu ne veux pas avoir une catastrophe absolue non plus, je pense que soit Giannis va demander un trade, parce que lui, il voit ça, il dit ah ouais, non, c'est moche. Ah non, Kuzma, Portis et pas de pic, non, je m'en vais ailleurs. Donc soit Giannis va demander un trade, soit sinon, ou alors en parallèle, si tu es Milwaukee, je pense que tu as intérêt à accepter. Je pense que tu as intérêt. Je l'ai répété 2-3 fois là, depuis qu'il y a la trade deadline, là, depuis 2 semaines, mais le meilleur moment pour commencer à reconstruire, c'est pas en toute fin de cycle, c'est avant la fin. C'est quand tu peux encore échanger un mec pour faire le plein d'assets. Regardez ce qu'a fait Utah avec Gobert et Mitchell. Regardez ce qu'a fait le OKC à l'époque de Westbrook et Paul George, puis encore après. Regardez, enfin, toutes les équipes font comme ça. Les Sixers de Sam Hinkie, qui à l'époque échangent Jrue Holiday, qui échangent Iguodala, qui échangent tous ces mecs comme ça là pour faire un reset. Quoique Iguodala, c'était peut-être avant, c'était peut-être Dileo. C'était peut-être le GM qui s'appelait Dileo en 2012, ouais, c'est ça. Mais bref, les Sixers à l'époque, c'est une équipe compétente de la conférence et ils font non, on fait reset et on reconstruit. Le Jazz, c'est pareil. OKC, c'est pareil. Voilà, toutes les équipes, c'est un peu pareil. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, les Bucks, là, t'as qu'un moyen de te refaire la cerise. Enfin, en tout cas, t'as un gros moyen de te la refaire, la cerise. C'est un méga deal pour Giannis. Ça paraît bête, peut-être même un peu dommage, mais la solution pour bien se remettre sur des rails et pour faire un nouveau cycle et bien reconstruire et partir même avec une avance, hein, pas juste le projet va à sa fin, on meurt, on n'est plus rien, on est nul et allez, on est nul, on commence à tanker, on commence à avoir des pics petit à petit. Non, le meilleur moyen d'accélérer un peu le processus de nouveau cycle et de transition entre là et la nouvelle construction, c'est de vendre Giannis quand sa cote est au plus haut. Je pense que c'est maintenant. Mais, grosse nuance de l'autre côté, est-ce que tu as intérêt à vendre tes pics, à vendre Giannis, alors que t'as pas tes pics, hein, justement. On en a parlé, mais 26 et 27, les Pelicans sont un swap. Donc tu peux pas tanker tranquillement, en fait. Tu peux même pas trop tanker. Ou alors, si tu tankes, t'es bien gentil, mais en fait, t'as pas tes pics du tout. Donc imagine, t'as le premier choix, ou t'as même un choix du top 5, top 10, le pic, il part au Bucks. Donc voilà, t'as pas non plus intérêt, toi-même, à peut-être à échanger et à faire du tanking. Je peux vous le détailler, hein, si vous voulez, mais on a une équipe des Bucks qui, leur pick 2025, il est soit Pelicans, soit Brooklyn. Leur pick 2026, c'est les Pelicans qui peuvent échanger. Voilà. 27, les Pelicans peuvent aussi échanger. 28, c'est Portland qui peut échanger. 29, c'est Portland ou Washington. Comment ça va? Portland-Washington, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, c'est ça. Il appartient à Portland ou Washington, déjà. Donc le pick 29 est parti aussi. Le pick 2030, c'est Portland qui peut aussi swapper. Et le pick... et voilà, c'est tout. Et après, ils ont, eux, leur 31. C'est ça, ouais, ils ont leur 31 et ils auront leur 32. Mais voyez un peu la difficulté. La difficulté, c'est que tu as peut-être un Giannis qui va vouloir partir et donc recommencer à tanker, potentiellement. Et de l'autre côté, tu peux pas tanker. Tu peux juste pas.
parce que tu as fait un all-in maximum sur, à l'époque, Jrue Holiday. Et vous voyez que 2026-27, c'est des swaps Pelicans. Donc ça, c'est Jrue Holiday. Donc voilà. Et ensuite, tu as fait un deuxième all-in avec Lillard. Et là, tu as encore donné des pics donc à 28, 29 du côté des Blazers. Mais donc voilà, comment est-ce que tu peux tanker? L'intérêt du tanking, c'est d'avoir un choix de draft élevé. Et là, les Bucks n'ont plus leur choix de draft. Donc, j'espère ne pas apparaître trop pessimiste, hein, mais vous voyez que le tableau est pas si génial que ça. Hein. Un peu assombri même, ce tableau. On a un Giannis qui se retrouve à 30 ans, un peu à un tournant de sa carrière, je pense. C'est-à-dire que là, il lui reste 5-6 ans de méga prime. Est-ce que tu veux les passer aux Bucks? Est-ce qu'il a ce type de loyauté? Je ne pense pas. Il a déjà fait 2-3 déclarations. Pour faire venir Lillard, il avait fait une déclaration non, mais je suis un Bucks, mais je suis surtout un gagnant. Donc voilà. Est-ce que Giannis va pas vouloir partir plutôt que se dire je vais finir mon prime, mes meilleures années, allez, je vais les passer avec Lillard, avec Kuzma, avec Bobby Portis, ou ce qu'on peut échanger contre Portis, avec Pat Connaughton, et avec une équipe qui n'a littéralement plus d'assets pour m'entourer. Donc ça, et de l'autre côté, la franchise, soit elle accepte de l'échanger, mais si elle le fait, elle repart a priori de zéro et potentiellement sur du tanking, mais sans leur propre choix. C'est un peu embêtant. Une solution, ça pourrait être de genre faire un truc comme on échange Giannis contre que des contrats finissants, et comme ça, tu te libères du cap space. Par exemple, hein, là, bon, c'est plus possible, mais imaginons le cas de Ben Simmons. On aurait pu imaginer, moi je me suis amusé sur la trade machine, du genre Giannis contre Ben Simmons, 40 millions, plus Bojan Bogdanovic, 20 millions, plus plein de mecs au net qui étaient à 1 million, 4 millions, 5 millions, mais que des contrats finissants. Tu peux imaginer ne pas tanker et dire, allez, on échange Giannis contre du cap space. Ça peut s'imaginer. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'il y aurait des mecs qui viendraient en free agency signer chez toi si Giannis n'est pas là? Et si en plus t'es Milwaukee et que pour le coup il fait froid, quoi. C'est pas une question de taille de marché, petit ou gros marché, c'est-à-dire beaucoup de population ou pas beaucoup de population. C'est pas une destination qui est attirante. Et elle l'a été quand il y avait Giannis, évidemment. Mais comme toutes les équipes, hein, t'es attirant sur le marché quand t'es une bonne équipe. Mais voilà, c'est libérer du cap space contre Giannis pour te dire non, mais on va pas tanker parce qu'on peut pas tanker, mais on va signer des mecs. Bah ouais, mais au mieux, tu vas être une équipe milieu de tableau, quoi, je pense. Je vois pas Luka Doncic aller free agent aux Bucks, quoi. Donc c'est un peu compliqué et je me demande à quel point les Bucks se sont pas un peu enterrés, quoi. C'est là, la situation est impossible. À moins que Giannis se dise non, mais je vais rester toute la décennie. Mais là, vous voyez qu'ils n'ont plus aucun choix qui leur appartient quasiment sur la décennie à venir, quoi. On est en 2025. Jusqu'en 2030, les 5 années prochaines, soit tu gardes Giannis et t'es bon, mais jamais assez bon, et donc lui, il va être pas content. Soit justement, il va être pas content dès maintenant. Il va demander un trade. Tu vas être obligé de l'échanger, grosso modo, hein, parce que sinon, il fait du caca nerveux. Sinon tu perds aussi la valeur. Hein. Je sais pas combien il a de contrat. Combien il a de contrat? Attendez, je vais vérifier. Il a, je crois qu'il a un contrat long. Il a encore, il est en contrat jusqu'en 2027. Et après, il a une player option. Donc voilà, imaginons, tu te dis non, on peut pas l'échanger, on peut pas t'échanger, t'es obligé de jouer avec nous parce qu'on peut pas tanker. Le mec se barre en 27. Et donc en 28 et 29 et 30, tu seras nul, quoi. Donc en un sens, je pense que t'es un peu obligé de l'échanger si lui le réclame. Et puis, voilà, à voir à quel point tu peux pas avoir un bon joueur dans l'effectif en retour. Moi, j'imagine, par exemple, assez bien, finalement, un échange avec De'Aaron Fox. Si les Spurs prolongent De'Aaron Fox, ou pas, hein, d'ailleurs, ou ça peut même arriver dès cet été, je sais pas, mais un peu en mode, on essaie de récupérer un bon joueur de ce calibre-là. Parce qu'on peut pas tanker, en fait. Bref, je commence à me répéter, j'espère que pas trop, mais voyez un peu la situation impossible des Bucks vis-à-vis de leur choix de draft, et vis-à-vis de l'état de leur roster et de leur pick, et vis-à-vis de Giannis qui a encore que 30 ans, quoi. Bon, je pense qu'on a encore, 29. Il a 29 ans. Il va avoir 30 ans, je crois que c'est ça. Donc, lui, je pense que ça va pas lui convenir. Donc, bref, je pense qu'on va pouvoir un peu on va avoir bientôt la saga Giannis, à mon avis. On aura aussi, je pense, un trade de Lillard que moi j'adore, hein, beaucoup. Je pense que le prix va être un peu moins élevé qu'en 2023, évidemment. Mais Lillard aussi pourrait bouger. Lillard, il a 45 millions cette année, 48 l'an prochain, c'est ça? Non, 54 l'an prochain, l'année d'après, en 2026, et une player option pour 2027. Ça a l'air d'être ça. Donc voilà. Mais après, il est plus vieux. Bref, voilà pour les Bucks aussi, avec le move de Kyle Kuzma qui m'a pas trop plu. Et vraiment, c'est dommage pour eux, vu qu'on est un peu dans le podcast du trade de Butler. C'est dommage qu'ils aient pas fait ça parce que, quitte à avoir une décennie
totalement une fin de décennie totalement gâchée et payer le prix de tes all-in, ça aurait été cool de finir le dernier all-in. Et sur 1 an, 2 ans, 3 ans, de faire un peu le Phoenix de l'Est, quoi. De 3 méga contrats, on y va à fond, on tente la chance, on finit un peu le cycle Giannis, et puis voilà. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas fait par hasard. C'est pas pour rien que je voulais en parler aujourd'hui, puisque, en effet, nous sommes dans le podcast du trade de Butler, donc on en parle parce que c'était potentiellement lié. Butler aurait pu aller à Milwaukee, mais je fais exprès d'en parler maintenant. Est-ce que, bouclons la boucle, j'ai commencé le podcast en parlant d'une certaine équipe de Miami qui avait plein de contrats, qui avait plein de flexibilité, qui pouvait mettre Robinson 20 millions, Terry Rozier 25 millions, Tyler Herro qui est autour des 30. Nous avons aussi Anderson qui a 10 millions, Kevin Love 4 millions, une équipe de Miami qui, avec cette flexibilité, vu que Milwaukee dans le second apron, on peut envoyer plutôt l'un, plus là, plutôt l'autre là, et grosso modo faire marcher le trade. On a une équipe de Miami, on l'a décrit, qui a aussi plein de pics, 26, 7, 8, 9, 30, etc. Est-ce que, par hasard, bouclons la boucle, est-ce qu'on n'aurait pas bientôt un Giannis à Miami? Vous l'avez venir? Vous l'avez vu venir celle-là ou pas? Je suis pas sûr. Hein. Mais non, je fais un peu exprès d'en parler dans le même podcast parce que vous voyez bien un peu la symétrie. On a commencé avec Miami qui avait tous les atouts pour faire un trade et il leur manque une superstar. Et de l'autre côté, Milwaukee où ça commence à être la fin de cycle, il n'y a plus trop de possibilités, un effectif qui est vieux et plus de pics. Est-ce que la bonne solution, ce serait pas ça? Est-ce que c'est pas ça le mariage qui va arranger tout le monde? C'est-à-dire Milwaukee qui cède à la demande de Giannis d'un échange finalement. Donc ok, on cède, on lâche Giannis et on récupère un maximum de pics dans l'affaire, tous les pics de Miami même potentiellement. Et de l'autre côté, tu récupères aussi des plutôt bons joueurs. Je pense que si tu récupères Robinson, si tu récupères Tyler Herro, si tu récupères même Kyle Anderson, enfin quoique Anderson, bon, c'est assez mineur, mais tu pars pas de rien, quoi. Tu pars pas sur du tanking absolu. Tu peux imaginer que tu récupères un peu de compétences. Donc on aurait cet aspect côté Bucks, et de l'autre côté, Miami, on a les cartouches, on a Bam Adebayo, on a Andrew Wiggins, on a une fondation solide. On a aussi des jeunes d'ailleurs. Pourquoi pas convaincre Milwaukee en donnant Jaime Jaquez, Jovic ou même les deux, je ne sais pas. Mais voilà, tu as ce côté à Miami où le socle est là, Bam Adebayo est là. On a des bons joueurs par-ci par-là, on va pas tous les laisser partir dans l'échange évidemment. Et finalement, tu rajoutes Giannis, t'es de retour en haut, quoi. T'es de retour l'effectif est peut-être pas parfait de suite, mais t'as ta superstar. Tu as ta superstar, à partir duquel on construit une équipe de candidats au titre. C'est la chose la plus importante. En plus, t'as Bam Adebayo, donc tu pars pas non plus de rien, quoi, niveau socle défensif et socle d'équipe. Franchement, je sais pas. Peut-être que ça va mal vieillir, peut-être que ça va bien vieillir, mais j'arrive à imaginer un monde où, été 2025 ou bien février 2026, on a cet arrangement entre Miami et Milwaukee, où Giannis finit par venir au Heat, Pat Riley obtient enfin sa mégastar, et Milwaukee cède un peu à, non pas un caprice, mais à la demande de transfert de Giannis qui est dans son prime, qui est un des 3 meilleurs joueurs du monde, assez clairement, assez nettement, et que ça serait dommage de le voir entre ses 30 et 35 ans dans une équipe des Bucks qui a plus assez de ressources pour être un vrai candidat au titre à la hauteur de son talent. Donc, affaire à suivre, peut-être une saga de Giannis et peut-être Miami qui pourrait rentrer dans la danse et enfin concrétiser leur rêve de méga trade, de blockbuster trade qu'ils ne sont pas arrivés à faire depuis quelques années.